Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Entretien, nouveau numéro, nouveau thème, nouveau visage. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du parcours politique, opposition et perspective nationale avec notre analyste politique et par ailleurs militant du parti PCRN. Donc, je vous laisse le soin de découvrir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau, Dr Temwa Théodore. Merci beaucoup, Monsieur Boubacar Nana. Merci de m'avoir invité à cette émission qui vient à point nommé, n'est-ce pas, en cette période de campagne électorale. Merci. Alors, merci. Pour débuter, Monsieur le Docteur, dites-nous, qui est Dr Temwa Théodore? Merci également pour cette autre question. Dr Temwa Théodore est un jeune Camerounais. Analyste politique, je me définis comme tel, observateur de la scène politique camerounaise, je milite dans le PCRN et ma vie est partagée entre l'arrondissement de Lagdo où je mène mes activités politiques et la ville de Maroua où je mène des activités académiques au sein de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, plus précisément au département de philosophie et psychologie. D'accord. Alors, docteur, pourquoi avez-vous décidé ou accepté volontiers de quitter le parti au pouvoir? Bon, vous savez, dans la vie d'un être humain, il y a des épisodes. La vie d'un être humain est comme un feuilleton. Donc, à un moment donné de la vie, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Alors, lorsque vous êtes sur votre trajectoire et qu'arrive à un moment donné, les choses ne marchent pas, vous êtes obligé soit de faire marche arrière, soit de couper à droite ou à gauche pour contourner l'obstacle et pouvoir continuer normalement. Et particulièrement, qu'est-ce qui vous a motivé à partir effectivement du RDPC que vous avez servi pendant un bon bout de temps? Oui, c'est vrai. J'ai milité dans le RDPC, le parti au pouvoir, pendant un peu plus de 20 ans. 20 ans. Oui, pendant un peu plus de 20 ans. Mais il s'est trouvé à un moment donné que mes aspirations et même les aspirations de bon nombre de Camerounais de ma localité n'étaient plus vraiment prises en compte. Mais le vrai déclic, bon, un déclic mais négatif malheureusement, est venu du fait que nous avons échoué aux élections municipales de 2020. Alors, lorsque nous échouons aux élections, nous nous disons que certainement il y a eu un faux pas quelque part. Et si on ne change pas l'équipe qui gagne, ça veut dire qu'on doit changer l'équipe qui perd. Justement. Nous avons estimé que comme cette équipe-là qui avait conduit le RDPC aux élections a échoué, il était de bon ton. Le problème s'est trouvé à quel niveau exactement? Au niveau de la section, dans le bureau? Moi-même, j'étais dans la campagne et donc je ne pouvais pas vous dire, je pouvais pas en même temps voir nos ratés. Bon, ce qui est ressorti quand même après nos enquêtes, c'est que les gens avaient soif de changement, comme ils le scandent aujourd'hui. Parce que là-bas aussi, les gens se plaignaient d'une certaine longévité à la tête de la commune. Peut-être ils trouvaient cela un peu gênant. Et ils pensaient qu'il était temps de passer à autre chose. Et ils l'ont réalisé. Et quand ils l'ont réalisé, nous avons estimé que il fallait un peu changer l'équipe dirigeante. Mettre de nouveaux visages capables de renverser la situation le moment venu. Vous parlez de nouveaux visages, vous faites allusion à quoi exactement lorsque vous utilisez le terme nouveau visage? Alors, nous, à l'époque, nous disions que pas forcément les jeunes, peut-être une part belle aux jeunes, mais quand même que ceux qui jusque-là n'avaient pas encore eu la chance de diriger le parti au niveau local, il fallait qu'on leur donne aussi la chance d'apporter leur touche. Avec cet espoir que ça pourrait changer les choses lors des élections à venir. Alors, depuis votre départ du RDPC, est-ce que vous avez marqué une différence entre le parti au pouvoir et l'opposition? Y a-t-il une différence? Oui, il y a quand même cette différence. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul parti où on n'exige pas la discipline. Et dans tout parti politique, il y a des textes réglementaires. Justement. Oui, même dans les partis d'opposition, il y a la discipline. Mais là-bas,
vous savez, lorsque un parti au pouvoir, les gens qui y militent ont tendance à confondre le parti avec l'administration. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, il y a une sorte de caporalisme là-bas où les dirigeants du parti utilisent un ton martial comme s'ils vous donnaient des ordres. Mais comme si tout à l'heure de discipline, docteur. Oui, mais la discipline ne veut pas dire que vous devez... Vous savez, la politique... Se soumettre à la hiérarchie. Oui, se soumettre ne veut pas dire qu'on ne peut plus lever le ton. Parce que si on ne peut plus lever le ton, et je pense que c'est ce qui s'est passé quand il fallait renouveler les organes de base. Donc, ils ne comprenaient pas comment nous, les autres, nous, les subalternes, nous cherchions à les remplacer. Donc, ça fait que ils sont un peu habitués comme si le parti fonctionnait exactement comme la fonction publique, où tu donnes des ordres à ton élément, exécute-moi telle tâche, fais-moi, 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 comme si tu avais l'obligation de le faire parce que vous êtes dans le même parti. Et selon vous, quel est donc l'échec principal du RDPC? Bon, l'échec principal du RDPC vous a poussé à partir. Bon, comme je venais de vous le dire, moi, j'ai bâti campagne à l'époque pour le RDPC. Donc, je ne pouvais pas connaître moi-même en même temps là où on a dû échouer. On a fait la campagne, c'était bien, on était même sûr de nous, mais comme je vous le dis, les gens avaient soif du changement. Les gens avaient soif du changement. Ils ont manifesté leur ras-le-bol, ils ont réussi, et nous avons dit que bon, comme c'est le cas, comme ça arrivait, maintenant laissez aussi la chance à d'autres personnes d'essayer aussi. Peut-être que si on change la tête au niveau local, si on change un peu ce qui dirige le parti au niveau local, peut-être que les gens reviendront vers nous et peut-être nous aurons des victoires prochaines. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils sont revenus grappiller les mêmes postes. Ils ont usé de tout leur poids pour se remettre en selle à ce niveau-là. Bon, j'ai estimé que bon, si vous êtes quelque part, on vous montre clairement que vous n'avez aucun échelon à gravir, que vous êtes là comme un accompagnateur et que bon, si vous êtes content de les accompagner, vous le faites. Si vous ne voulez pas, bon, vous pouvez vous chercher ailleurs. Vous avez parlé de discipline, l'une des choses qui vous a motivé à quitter le RDPC. Vous êtes sans ignorer que dans le PCRN aussi, vous avez vécu une situation pareille entre Roberto et Cabral Libby. Oui, c'est vrai, mais sauf que quand je quitte le RDPC pour le PCRN, ce problème-là n'existait pas. Donc moi, j'adhère au PCRN en 2022 lors du congrès de Ngaoundéré, où je trouve Papa Kona et l'honorable Cabral Libby assis côte à côte, plus Papa Massardine. Donc à l'époque, le problème ne se posait pas. Et vous êtes convaincu que Roberto soutenait le parti au pouvoir? Non, à l'époque, cette affaire n'existait pas. Moi, je pense que c'est après, c'est après la crise, en tout cas, lorsque le problème a commencé, il a estimé que il gagnerait en allant du côté du parti au pouvoir. Mais quand je l'ai rencontré en Ngaoundéré, ils étaient côte à côte, c'était très convivial. Bon, à l'époque, je n'avais pas entendu parler du... Vous occupez quel poste à l'époque là auprès de Robert Kona? Vous étiez son conseiller? Ah, Robert Kona, oui, je crois que il m'a nommé comme quelque chose comme conseiller spécial, quelque chose comme ça. Est-ce que l'opposition est prête à gouverner ce pays? Mais pourquoi pas? Il ne faut pas une science particulière pour gouverner le Cameroun. Même si c'est ce qu'on veut faire croire aux gens. Que peut-être le jour que Biya ne sera plus là, c'est comme si le pays allait tomber, je ne sais pas, dans l'abîme et tout et tout. Non. Il y a des Camerounais bien prêts pour diriger ce pays. Ça ne demande pas une science extraordinaire. Encore que quand on dirige un pays, on ne le dirige pas seul. Vous êtes entouré de techniciens, de technocrates, de ministres, et ainsi de suite. Non, non. L'opposition camerounaise regorge de têtes bien pensantes qui peuvent diriger et peut-être même mieux
ce pays. Mais ça, il faut noter convaincu que cette opposition est divisée. Ça ne vous inquiète pas? Bon, ça m'inquiète parce que ça rend difficile le changement que tout le monde attend. Oui. Mais ça ne veut pas dire que il faut espérer avoir une opposition unanime ou unique un jour. Nous aurions souhaité, hein, comme tout bon Camerounais, que ces opposants-là s'asseyent, se concertent et placent au devant de la scène un parmi eux qui peut porter leurs espoirs et que nous autres, nous allions suivre. N'est-ce pas, là, on ne serait plus en train de tergiverser en termes de victoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune coalition n'est annoncée. Oui, aucune coalition n'est annoncée et j'ai même peur qu'elle n'arrive jamais. J'ai peur qu'elle n'arrive jamais. Vous savez... Ça avantage donc la victoire du RDPC. Oui, avantagé peut-être, mais ça ne veut pas dire que ça confirme la victoire ça du garantit RDPC. Quand même du moins. Garantir non. Pourquoi non, garantir non. Garantir non. Paul Biya ne gagnait pas forcément parce qu'il était dans une quelconque coalition. Même si ceux qui se disent opposants aujourd'hui, en réalité, ne sont que ces rois télé, en tout cas ces accompagnateurs. Donc, ça veut dire que, même sans la coalition de l'opposition, une victoire de l'opposition est possible. Elle est bien possible. Parce que là-dedans, vous savez que les opposants n'ont pas le même gabarit. Là-dedans, quand même, il y en a qui sortent la tête du lot et qui peuvent faire la différence. Si jamais les Camerounais se réveillent véritablement et procèdent à un vote utile. Hein. Donc bon, maintenant, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement camerounais? Bon, je lui reproche ce que tous les Camerounais lui reprochent. Comme quoi, par exemple? On peut avoir un ou deux... Oui, mais évidemment, il suffit de sortir dans la rue, d'aller n'importe où. Vous constaterez vous-même que le problème d'eau, c'est un problème criard. Il va de la vie des Camerounais. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau. Le problème d'électricité, il ne faut même pas être analyste politique pour le constater. Mais ce n'est pas dans tout le pays, quand même, il faut le noter. Le problème d'eau, par exemple. Non, qu'est-ce que vous dites là? Peut-être moi j'ai vécu à Yaoundé, j'étais étudiant là-bas. Vous pensez que c'est à Yaoundé qui a assez d'eau? Je vous dis non. Laisse même les histoires que vous ouvrez le robinet, ça coule de l'eau rouge. Non mais, à Yaoundé, il n'y a pas de l'eau. Que ce soit à Douala où j'ai également vécu, non, l'eau c'est fait rare. Et dans le septentrion encore, on sait que c'est terrible. Selon vous, quelle est la priorité pour améliorer la vie des citoyens? Non, la priorité, c'est 3 ou 4 choses. Hein. On en a déjà cité 2. Le manque d'eau, le manque d'électricité. Et surtout, le problème des routes. Le problème des routes est un problème très sérieux dans notre pays. Mais petit à petit, on arrive quand même à résoudre ce problème. Mais écoutez, M. Boubacar Nana, l'année passée, j'ai consulté, je ne sais pas quel document du ministère des Travaux publics, où le gouvernement camerounais se vantait d'avoir construit 446 km de route en 2024. 400, pas 4000, 446 km de route bitumée. En 2024. Mais c'est ridicule pour un pays comme le Cameroun, pour un pays qui a de grandes potentialités comme le Cameroun. Mais du 446, c'est minable ça. Oui, mais du moins dans le septentrion, on vient de voir récemment qu'il y a un communiqué qui est sorti, que les entreprises ont gagné les marchés, les travaux vont démarrer, peut-être même sont démarrés bientôt, quittant Garoua-Punga, on dirait peut-être en 3 heures ou 2 heures du temps, maxi. Si vous y croyez, moi je n'y crois pas trop, parce que d'ailleurs c'est pas la première fois qu'ils accrochent leur pancarte, ou je sais pas, les trucs qu'ils fabriquent avec le bois, où ils mettent maître d'ouvrage, quoi, délai d'exécution, 12 mois, 18 mois là. Bon, ils ont déjà mis ça peut-être au niveau du pont, à la sortie du pont Benue là. Ils ont déjà mis ça 3 ou 4 fois. Et ça n'a jamais commencé.
Et c'est une distance de 275 km. Et qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci, ce n'est pas la bonne? Et même si c'était la bonne, après combien d'années d'attente? Moi, j'étais amusé quand on faisait les... Comment ils ont appelé ça? Les consultations ou les concertations au Palais de l'Unité, où on appelait les dignitaires, si je peux le dire ainsi, de chaque région, pour leur demander ce qu'ils veulent. Pour qu'ils viennent poser leurs doléances. Mais ça, c'est de la moquerie, M. Nana. Comment vous êtes dans une région comme celle-ci, où depuis plus de 40 ans, une route usée n'a jamais été reconstruite, où on sait qu'il n'y a pas de salle de classe, on sait que les élèves s'asseyent à même le sol, on sait qu'il n'y a pas d'eau, mais on vous appelle au Palais de l'Unité pour vous dire quelles sont vos doléances. Et vous courez pour y aller, comme si on ne connaissait jamais votre problème. Mais c'est vous qui avez désigné ces représentants-là au niveau de l'Assemblée nationale qui vous représentent pour choisir, du moins pour énumérer les manquements dans vos différentes localités. Alors, on ne peut pas faire venir tout le monde au Palais de l'Unité pour décider. Oui, je dis donc que... Bon, je répondrai à cette question tout à l'heure. Mais je dis d'abord que... Est-ce à dire que jusque-là, le régime ne savait pas ce qu'il y a ici comme problème? Est-ce que le régime ne sait pas ce qu'il y a comme problème à Douala ou à Yaoundé? Est-ce qu'il ne le savait pas? C'est pas la veille des élections qu'on vous appelle pour nous dire, venez, dites-nous quels sont vos problèmes. Comme si on n'était jamais au courant de vous. Ils ne sont jamais venus ici. Ou bien ce soi-disant représentants-là, ils ne sont jamais allés là-bas. Mais le MINED a fait quand même une descente sur le terrain. Voilà. Il a constaté les dégâts et on voit la réaction prompte. Bon, prompte vous dites, mais ça fait plusieurs mois qu'il était là. Mais au contraire, au lieu de constater avec amertume que ça ne va pas, il s'en est plutôt vanté pour dire qu'à son âge, il parvient à le faire en 8 heures ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. C'est comme s'il s'en vantait plutôt. Donc il a vu l'état piteux de cette route que je préfère appeler la honte nationale numéro 1. Non, ce n'est pas la route nationale numéro 1, ça c'est la honte nationale numéro 1. Parce que c'est abject. Si vous prenez l'axe Garo-Ngaoundéré, je ne pense pas que vous direz qu'il y a un gouvernement dans ce pays qui regarde ce qui se passe et qui à un moment donné décide d'agir. Non, c'est incompréhensible. Donc pour vous, la solution, c'est le départ du régime en place? Non, mais qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Et comme ils ne l'ont pas fait, dans les pays sérieux, quand on échoue, on démissionne. Mais le Cameroun est un pays sérieux, docteur? Où les gens ne travaillent pas, ils ne laissent pas aussi à la place à ceux qui veulent travailler. C'est ça être sérieux? Donc pour vous, le seul parti habilité à travailler, c'est le PCRN, parce que de par votre départ du RDPC, vous avez directement adhéré au PCRN. Pourquoi pas UNDP ou FNC? Alors, parce qu'à l'époque, je voyais les sorties de l'honorable Cabral Libi dans les médias. Il me semblait plutôt convaincant. Il me semblait vraiment convaincant. Je me suis dit, mais bon, voilà un jeune gars. Épouser son projet. Je dis, voilà un jeune gars qui, vraiment, si on lui donnait la chance, il pourrait certainement, faire beaucoup de bonnes choses. Bon, ça ne veut pas dire que je crois fermement qu'il a mangé la magie pour transformer le Cameroun en un laps de temps. Mais je dis simplement que lorsque vous avez recruté un maçon pour construire votre maison et vous vous rendez compte qu'il ne le fait pas, ou bien qu'il ne le fait pas selon les règles de l'art, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de le remplacer. Et pour vous, docteur, un seul mandat suffit pour corriger le Cameroun, si on peut le dire? Non, un seul mandat ne suffit pas, mais 43 ans c'est trop pour, n'est-ce pas, construire un pays. Alors, donc, si on comprend bien, vous êtes du PCRN. Alors, en cette période de campagne, quel argument vous avancez vis-à-vis des jeunes pour les motiver à soutenir l'opposition? Alors, ce que moi je veux dire aux jeunes, c'est qu'ils ne se laissent pas embrigader. Et j'entends un discours circuler là, à savoir que la jeunesse n'est pas un programme politique. Et certains jeunes reprennent aussi cela sans trop comprendre ce qu'on voudrait dire par là. Si la jeunesse n'est pas
un programme politique, pourquoi tous s'accrochent aux jeunes? Tous ces leaders-là, à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils parlent des jeunes. Faire de lance de la nation. Ils courtisent le vote jeune, ils font des promesses aux jeunes, mais en même temps, ils disent aux jeunes, attention, la jeunesse n'est pas un programme politique. Comme si les jeunes n'avaient même pas le droit de parler ou de faire politique. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez dire donc à cette jeunesse-là? Alors, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils s'investissent massivement en quoi dans la politique. Déjà, en présentant leur candidature comme ils l'ont fait, c'est déjà bien. Mais en votant pour les jeunes, puisque eux-mêmes ils disent que votez-nous pour résoudre les problèmes des jeunes. Pourquoi les jeunes ne se voteraient pas directement eux-mêmes pour résoudre leurs propres problèmes? Donc il faut d'abord passer par eux pour résoudre les problèmes des jeunes. Parce qu'ils connaissent mieux le problème de la jeunesse. Bon, parlant du PCRN, est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être en 2 ou 3 mots le projet de Cabral Libby qui vous a inspiré? Tout à l'heure, vous avez fait mention de cela lorsqu'il apparaît sur les médias. Vous inspire. Bon, merci. C'est vrai que je ne suis pas mandaté par le PCRN pour parler en son nom, mais je peux quand même vous répondre néanmoins en tant que militant de ce parti-là. Alors, le projet phare du PCRN, c'est l'autonomie des régions. L'autonomie des régions parce que l'hypercentralisation bloque les travaux d'assainissement, les travaux, les reprofilages de routes. Bon, pour une route peut-être communale ou départementale de 6-10 km, il faut que la décision vienne d'abord de Yaoundé. Non, mais c'est pas normal. Parce qu'un village a besoin d'eau. Il faut que je monte un dossier qui va faire 3 mois en route pour arriver à Yaoundé, qui va mettre 2 mois pour être peut-être traité. Mais c'est la procédure légale. Le problème se trouve à quel niveau pour vous? Quand vous dites procédure légale, la lenteur administrative n'est pas inscrite dans la loi. Est-ce que la lenteur administrative est une disposition légale? C'est pour ça que nous parlons de l'autonomie des régions, pour que les régions, à leur niveau, soient quand même capables de résoudre certains problèmes, sans forcément passer par Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Douala et Yaoundé. Encore même que là-bas même, les gens ne s'en sortent pas bien. La décentralisation dont on parle, c'est l'autre nom de ça. C'est ça que j'appelle l'autonomie des régions. Petit à petit, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas refaire un pays en un laps de temps. Mais petit à petit, on entre quand même dans la décentralisation. Vous pensez qu'on est déjà à une dizaine d'années qu'on parlait de cette affaire de décentralisation. Et jusque-là, à ma connaissance, il y a des ministères qui n'ont même pas encore transféré leurs compétences aux communes. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça coûte? Vous êtes un ministre. La loi de finances vous ordonne de transférer une partie de votre budget aux communes. Vous ne le faites pas, mais personne ne dit rien. On reste tranquille et on dit que c'est des mesures gouvernementales. Ou bien vous avez dit quoi là? C'est des dispositions légales. Est-ce que la loi dit que tel ministère ne doit pas transférer ses compétences aux communes? Qu'est-ce qu'on attend? Allez demander aux maires, ils vous diront ce qu'ils reçoivent. Allez leur demander. Est-ce que vous avez quand même quelques points positifs que vous appréciez vis-à-vis du parti au pouvoir? Oui, mais tout ne peut pas être négatif. C'est la soif de changement qui, parfois, c'est l'exaspération qui, parfois, nous fait changer de ton. Est-ce que la solution actuelle, c'est le changement? Oui, il me faut parce que, comme, bon, peut-être je ne vous ai pas encore donné le point positif. Moi, j'ai eu à le dire en causerie avec les amis. J'ai dit, s'il y a un point positif qu'on pouvait accorder à ce régime, c'est qu'au moins, dans presque tous les villages du Cameroun, vous trouvez des écoles.
Dans presque tous les villages du Cameroun. Même s'il y a d'autres localités qui se plaignent. Mais il y a les écoles. Maintenant, le problème, c'est, comment dirais-je, le fonctionnement de cette école. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Pas de lettres, pas de bancs, pas de bâtiments. On affecte dans les localités qui refusent d'aller. Refuser, je ne crois pas. Vous avez vu le nombre de candidats qu'il y a lorsqu'on lance les recrutements de 2000, 3000 instituteurs. Vous avez vu le nombre? Oui. Mais ils sont une vingtaine de mille qui frappent à la porte de l'enseignement de base. Comment vous pouvez dire que les gens, on affecte les jeunes, ne veulent pas? On a fermé les écoles normales supérieures parce que les jeunes ne candidatent pas pour être professeurs. Est-ce que le problème des jeunes de nos jours en tant qu'analystes politiques, est-ce que leur problème repose seulement sur la fonction publique, l'insertion professionnelle? Voilà. Alors là, c'est un autre problème un peu sérieux aussi. Oui. Peut-être sur ce point, je peux quand même louer les efforts de ces gouvernements partants qui multiplient. Vous dites gouvernement partant. Bon, en tout cas, sortant, si vous voulez. Et parce que quand vous organisez les élections, vous êtes sortant. Même si vous revenez, en réalité, vous êtes sortant. Ailleurs, même peut-être, ils quitteraient même le palais, en attendant que les résultats soient, n'est-ce pas? Alors, je disais donc que l'entrepreneuriat jeune, la professionnalisation des enseignements, alors, le gouvernement fait des efforts dans ce sens, même si ça ne porte pas ses fruits. Il faut quand même dire qu'il y a un blocage quelque part, mais ils en sont conscients, ils font des efforts dans ce sens. Ça dit même dans les filières, dans les humanités que nous enseignons, on met un point d'honneur sur la professionnalisation des enseignements parce qu'on a compris que pour sortir la masse de jeunes du chômage, il faudrait leur expliquer que tout ne peut pas passer par la fonction publique. Tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique. D'où la multiplication des projets comme le PAGERU, comme le PIFMAF en son temps. En tout cas, beaucoup de projets où on finance les jeunes pour qu'ils s'insèrent dans la vie active autre que la fonction publique où tout le monde cherche à entrer. Bon, là aussi on peut... Bon, gardons toujours cette casquette d'analyse politique là. Parmi les partis d'opposition, quel est le parti qui vous semble prêt à assurer après le départ du RDPC, si jamais ça arrivait? Bon, je pense naturellement pour le PCRN, parce que au moins là-bas, on a un leader qui n'est pas entré dans des compromissions insurmontables, comme ce que nous voyons avec les autres. C'est-à-dire des gens qui se sont assis, mangé, et bon, ils ont bu à la cuvée du roi, et puis du jour au lendemain, ils vous disent que non, en réalité, on était avec le diable en personne et que maintenant, nous, on vient pour vous délivrer. Alors qu'hier, eux-mêmes, ils étaient assis là-bas et ils nous mataient. Qu'est-ce qui vous rassure qu'ils ne vont pas changer? Hier aussi, vous étiez dans ce même camp-là et aujourd'hui... Bon, moi, je ne crois pas à leur sincérité. Quand moi, j'étais dans le RDPC, j'étais militant. J'étais militant. Donc, un militant ne prend pas de décision. C'est ceux qui sont au gouvernement qui prennent les décisions. Donc, ceux qui étaient au gouvernement... qui ont mangé ensemble avec le roi, et qui, pendant ce temps, chantaient des louanges au roi, mais du jour au lendemain, viennent nous dire que, comme vous voyez là, ce roi-là est très mauvais, il est très méchant, il vous veut du mal, et que nous, on est là pour vous apporter le salut. Non, je ne crois pas à leur sincérité, parce que, pour moi, c'est des loups qui viennent en vêtements de brebis. Est-ce que vous pouvez vous prononcer au sujet de la coalition entre les partis d'opposition? Avez-vous un mot à dire? Parce que jusqu'ici, on n'a pas une note officielle. Il ne faut pas demander à un imam d'aller se confesser chez un curé. C'est peine perdue parce que ça n'aura pas lieu, tout simplement. Pourquoi ça n'aura pas lieu, docteur? Non, parce que dans cette opposition, nous avons des gens au profil divers.
c'est des gens qui viennent d'horizons divers. Akeremouna, oui. C'est le prince, c'est un prince. C'est le fils d'un président de la République anglophone. Donc il a une autre manière de voir les choses. Mais il y a quand même deux princes de la Benue que vous... Alors, les deux princes de la Benue, oui, qui se sont rassasiés auprès du chef, oui, et qui vous disent que nous nous sommes repentis, et nous confessons nos péchés, acceptez-nous. et que désormais, nous allons porter vos espoirs. Alors qu'ils ont passé une quarantaine d'années à maquiller le faute de ces régimes. Ils ont passé une quarantaine d'années à mentir officiellement pour ce régime. Et aujourd'hui, ils viennent vous dire que non, nous nous sommes repentis et que désormais, nous sommes le porteur de vos espoirs. Moi, j'invite les Camerounais à ne pas être victime du syndrome de Stockholm, qui fait assez que, à un moment donné, la victime commence à éprouver de l'affection, ou je sais pas, du sentiment pour son bourreau. Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez jouer avec un serpent parce qu'on vous a dit qu'on a enlevé son venin. Non. Un serpent, vous allez jouer avec juste parce qu'on vous a dit qu'on a enlevé son venin. Non, moi je dis nazi un jour, nazi toujours. D'accord. Un nazi demeure un nazi même s'il se convertit. Vous êtes sans ignorer que le PCRN a besoin quand même de cette coalition-là pour espérer accéder à la magistrature suprême. Oui, tout le monde en a besoin, pas seulement le PCRN. Mais sauf que le PCRN est victime d'un lynchage dont on ne comprend pas très bien le sens. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui au pouvoir pensent que c'est leur chasse gardée. Ils estiment que, bon, Cabral Libi, il sort même d'où, il vient même d'où, il vaut même quoi. Bon, ils ne comprennent pas que eux, les caciques du régime, des gens qui étaient assis et qui donnaient des ordres, bon, qu'ils soient là à écouter un enfant ou bien hier entre guillemets, comme on dit. Donc, ils ne le conçoivent pas. Voilà toute la difficulté. Sinon, si on donnait toutes ces chances à ce garçon, moi je pense qu'il ferait l'affaire. Hein. Cabral Libi. Oui, il ferait l'affaire vraiment si on lui donnait toutes ces chances. Parce que quand même, soyons vrais, soyons clairs, disons-nous la vérité. Au Cameroun actuellement, c'est l'opposant le plus sérieux. Disons-nous la vérité. Bon, ces vagues troublantes ayant eu lieu entre Roberto et Cabral Libi n'ont pas impacté le quota des militants du PCRN. Est-ce que le PCRN n'a pas perdu quand même une partie de ses militants? Bon, perdre c'est possible, mais vous savez, quand on adhère à un parti, parfois on adhère au leader, parfois on adhère à l'idéologie du parti. Justement. Si vous aviez à adhérer au parti parce que c'est le leader qui vous impressionnait, et que si on le change, ça peut vous amener à partir. Mais je pense que normalement, quand on adhère à un parti, on suit l'idéologie du parti. Il n'est pas dit, comme dans le RDPC, que le parti n'aura qu'un seul président. Non, dans d'autres pays ou dans des pays sérieux, on organise les congrès tous les 5 ans ou tous les 10 ans et il est possible qu'on change du président de parti sans que les gens ne claquent la porte parce qu'on a changé le président du parti. Le Cameroun aussi est un pays sérieux, il faut le rappeler. Et si on ne parvient pas à changer ne serait-ce que le président de section ou bien le président du parti, le sérieux là se trouve à quel niveau? Est-ce que le problème se situe au niveau des présidents de section? Non, c'est un exemple que je prenais. Et pour dire qu'à tous les niveaux, ceux qui sont là ne veulent pas du tout céder la place, ni même aux jeunes à qui ils promettent mondes et merveilles. Alors, vous avez dit lors des dernières élections législatives et municipales, le régime est tombé, c'est ça qui a occasionné votre départ. Est-ce que ce changement dans l'arrondissement de Lagdo a quand même donné naissance à quelque chose de positif? Malheureusement, je crois que non. Si aujourd'hui vous allez dans les rues de Lagdo,
Peut-être certains vous diront même que c'est pire qu'avant. Mais au moins, on peut louer le fait que ça a libéré les énergies, ça a libéré la parole au sein de la communauté politique. Mais c'est l'ACDO qui a perdu pendant 5 bonnes années. Oui, ça on peut le dire. Bon, perdre, c'est trop dire aussi. On peut aussi dire qu'on a gagné en liberté de parole. Parce que les jeunes qui jusque-là ne parvenaient pas à s'exprimer. Alors que la population attend les réalisations, pas la liberté d'expression. Bon, il n'est pas dit qu'un parti d'opposition ne peut pas réaliser des infrastructures. Non. Les infrastructures, c'est l'État qui les donne. Oui. Le maire n'est qu'un exécutant. Il monte le projet, c'est l'État qui finance. Mais on voit dans d'autres communes où les réalisations sont rendues manifestes, pourquoi pas à l'ACDO? Bon, peut-être que là-bas, le maire n'est pas assez efficace dans le montage de projets. Peut-être, hein, je me dis. C'est vrai que je suis de l'ACDO, mais bon, je constate comme tout le monde que ça ne marche pas vraiment. Mais juste un exemple là, vous voyez, dans l'opposition, le changement n'a pas pu faire grand-chose à l'ACDO. Qu'est-ce qui vous rassure que le changement au niveau de la magistrature suprême va faire quelque chose? Allez à Ezeka, vous voyez ce qui se passe là-bas. Je crois qu'en un mandat, là-bas, le maire PCRN a acheté une niveleuse, il a acheté une pelle chargeuse et bien d'autres engins pour les travaux routiers et autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il a acheté avec son argent. Il est un maire de l'opposition, il monte le projet, c'est l'État qui donne l'argent et il exécute le projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'une commune de l'opposition ne peut pas... Non, une commune est une commune de l'État du Cameroun. Alors, le PCRN est prêt pour participer aux élections municipales législatives prochaines dans ce mandat de l'ACDO? Je crois que oui, parce que moi, personnellement, même d'ailleurs, comme je vous disais que mon départ du RDPC avait été motivé par le fait que la possibilité pour nous de candidater pour le compte du RDPC était quasi nulle. À l'époque, justement, j'ai décidé d'aller voir ailleurs pour avoir un parti qui peut me donner la possibilité de candidater le moment venu si jamais je le souhaite. Alors, vous partez parce que vous n'avez pas eu le poste que vous voulez ou bien... Pas que je n'ai pas eu le poste que je veux. Parce que les mêmes occupent le devant de la scène et lorsque on arrive au moment du choix des conseillers municipaux, ils le font dans leur salon, ils le font dans leur chambre, vous ne savez même pas quelle est la procédure exacte qu'on utilise pour choisir les conseillers municipaux. Un bon matin, vous vous retrouvez avec une liste de 41 conseillers dont on ne sait exactement comment le mode opérateur de choix a été effectué. Si jamais vous avez eu victoire par le passé, qu'est-ce que vous devrez faire de ce parti au pouvoir là dans l'arrondissement? Si j'avais eu la victoire, oui. Bon, rassembler les gens, hein, rassembler les camarades, parce que vous savez, on ne fait pas la politique seul, hein, quoi qu'on dise. Justement. Vous pouvez être un leader, mais vous avez besoin des autres. Donc, c'est cet esprit de rassemblement-là qui devrait toujours prévaloir pour que on puisse récupérer cette commune-là. Parce que maintenant, vous voyez, elle est en lambeaux. Donc, la seule solution, c'est que le PCRN récupère les devants? Non, pas forcément. Donc, le RDPC peut revenir alors? Mais vous savez, nous sommes là dans les probabilités. C'est vrai que quand on va à une élection, évidemment, on y va pour gagner. Justement. On n'y va pas pour perdre. Mais on sait pertinemment que l'alternative est là. On peut soit gagner, on peut soit perdre. D'accord. Donc vouloir gagner ne veut pas dire qu'on va forcément gagner. Donc, si le PCRN m'investit, moi je battrai campagne auprès des populations de l'ACDO pour redonner toute sa grandeur à la commune de l'ACDO. Je dis quand même redonner parce qu'à un moment donné, c'était une très grande commune. Voilà. Sous l'égide du RDPC bien sûr, mais qui, par la longévité, a commencé à gêner les gens et puis les gens ont estimé que non, il fallait passer à autre chose. Bon, si nous restons dans la présidentielle, alors le PCRN, qu'est-ce que le PCRN entend faire donc pour
peut-être espérer gagner la coalition ou bien la confiance de ces militants pour avoir un score attendu? Bon, d'abord, c'est parce que les gens n'écoutent pas beaucoup ce que le leader du PCRN dit, parce qu'ils sont instrumentalisés de gauche à droite par des gens qui font des montages pour dénigrer. Mais l'honorable Cabral Libby, il parlait régulièrement sur les médias. Quel type de discours il tient souvent? Mais le même discours, c'est lui à savoir qu'il faut libérer les énergies. Il faut libérer la créativité des Camerounais. Il faut leur laisser la latitude de s'organiser pour mieux affronter les difficultés de la vie. Parce que, voyez-vous, l'état actuel du Cameroun, ça ne va pas. Quoi qu'on dise, ça ne va pas. Peut-être ça va pour certains, mais de manière globale, ça ne va pas. Mais la solution n'est pas aussi peut-être le départ du régime en place. Est-ce qu'on ne peut pas corriger d'une part? Mais ils ont eu tout le temps. Donc c'est en 7 ans que vous allez corriger ce que vous n'avez pas pu faire en 43 ans. Vous croyez ça? Tout comme l'opposition ne pourra pas réparer ces dégâts-là pendant peut-être 7 ans aussi. Oui, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire que ce soit l'un ou l'autre, ça peut être la même chose. Bon, comme tu as essayé l'un, ça n'a pas marché. Mais il te reste l'autre. Essaye-le aussi, mais tu ne veux même pas l'essayer. Tu dis que comme l'un n'a pas pu, ça veut dire que l'autre aussi ne peut pas. Est-ce que c'est vrai? Alors, maintenant, la campagne présidentielle est lancée. Alors, aujourd'hui, vous, en tant qu'analyste politique, quel est donc le parti un peu favori dans l'opposition? Alors, favori, quand je regarde dans les réseaux sociaux, bon, tout le monde parle de Issa Chiroma. Moi, je pense que c'est mal voir le travail de fourmi, le travail méticuleux qu'a l'honorable Cabral Libby. C'est vrai. Les anciens... Pourquoi vous préférez Cabral Libby que Issa Chiroma? Parce qu'au moins, lui, il ne s'est jamais compromis dans leurs histoires avec le régime où ils grappillent, où ils mettent les mains dans les caisses de gauche à droite. Et tout. Lui, au moins, il n'a jamais été mêlé à ce genre de choses. Donc, si on voit bien le profil de candidat, si on voit bien le profil de candidat, moi, je commencerai d'abord par éliminer les deux qui viennent de ce régime-là. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Non, ce n'est pas avec les vieilles marmites qu'on prépare le futur, non. Donc, c'est d'une part, le refus de coalition arrange aussi le parti au pouvoir. Vous êtes d'accord? Bon, vous savez, même en pronostiquant, on ne le saurait jamais assez. C'est-à-dire... La probabilité garantit quand même une victoire si jamais il n'y aurait pas de coalition jusqu'au 12 octobre. Je dis que même un seul parti peut toujours battre le RDPC. Je dis peu. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Nous savons qu'actuellement, la majorité de Camerounais ont le ras-le-bol. Mais il y en a, par affinité avec certains membres du gouvernement, ou bien avec certaines autres autorités, ne le disent pas. Donc ils exécutent tristement un pensum politique auquel eux-mêmes ils ne croient pas. Mais ils sont dans l'obligation, de suivre seulement la ligne de leurs frères qui quand même ont des petits doigts trempés dans l'huile. Donc vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous appelez petits doigts trempés dans l'huile? Ah mais parlons comme Camerounais, ceux qui mangent quand même, ceux qui mangent dans l'assiette gouvernementale. Donc quand vous avez un frère là-bas et qui vient au village, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vomir votre frère. Vous allez voter pour le régime parce que lui, il est du régime et il vous a dit de voter pour le régime. Et que de temps en temps, il viendra vous donner un peu de savon et de sel. Il reste à savoir s'il le fait vraiment. Ah bon? Je me dis quand même que de temps en temps, ils vont au village, non? Oui. Quand c'est le 24 mars, ils vont au village, ils donnent la nourriture à boire aux gens. Et de temps en temps, quand il y a des petites fêtes au village, ils vont et ils partagent des petits bouts de pain
n'est-ce pas, aux populations. Bon, c'est la stratégie de campagne pour, du moins au Cameroun, partager les gadgets, les t-shirts, les casquettes, les pains. Mais vous ne voyez pas que la campagne est lancée, Paul Biya n'est pas là? Mais il est quand même annoncé à l'extrême nord. Oui, mais il n'est pas là. La campagne est lancée. Il n'est pas là justement parce que ces gens-là font campagne pour lui dans leur village. Il n'en a même pas besoin. En réalité, il se le dit qu'il n'en a pas besoin. Si tu es sous-préfet, ton rôle c'est quoi? Tu es gouverneur, je t'ai nommé pourquoi? C'est pour que tu me fasses ce travail-là. Sinon, comment comprenez-vous que un candidat à l'élection présidentielle se fiche éperdument du fait que la campagne soit lancée? Vous expliquez ça comment? Mais il a sorti son programme qu'il sera à Maroua. Oui, mais je vous dis qu'actuellement, il est hors du Cameroun. Oui, mais ça n'empêche que la campagne démarre. C'est ce que je disais exactement. Oui. Donc, que le frère du village, chacun, c'est-à-dire un peu dans les départements, dans les villages, on a quand même ciblé. Quand on nomme les gens, on prend quand même un peu là, on prend un peu là, on prend un peu là. Quand on te met là-bas, c'est pour que tu ailles faire campagne en retour pour le régime. Donc, maintenant, docteur, pour rester dans la présidentielle, si jamais l'occasion vous est donnée de vous adresser à cette jeunesse, qu'est-ce que vous allez leur dire à la veille des élections? De voter utile. Qu'est-ce que vous appelez? De voter utile, de ne pas se laisser berner par les menteurs d'hier. De ne pas se laisser embrigader par ces gens-là qui viennent dire qu'ils se sont repentis et qu'ils sont porteurs de leur espoir. Je dis non, ça c'est faux. C'est faux. En tout cas, moi, qui crois encore aux valeurs, je ne crois pas à quelqu'un qui a passé son temps à piétiner les valeurs. Des gens qui se sont montrés sans scrupules, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je leur ferai confiance. Non. Donc je dis à ces jeunes-là, je les vois courir de gauche à droite. Mais je dis, c'est parce que ils ne comprennent pas encore très bien ce qui se cache derrière cette affaire. Nous tous, nous voulons le changement. Vouloir le changement à tout prix ne veut donc pas dire qu'il faut un changement dans la continuité. Parce que ceux-là nous parlent du changement dans la continuité. Vous ne pouvez pas parler du changement avec les mêmes d'hier. Un changement suppose une rupture manifeste de la rupture et du progrès. Donc la seule solution c'est... Donc il faut une rupture, même si on ne va pas tout détruire. La corruption a gangréné, elle s'est métastasée dans le tissu social camerounais. Comment faire pour l'extirper? Mais dans Monsieur Boubacar de corruption, d'une part, la population aussi est impliquée, les citoyens aussi. Comment? Prenons l'exemple de vous refusez de faire la CENI parce que vous savez qu'une fois arrivé au niveau de la route, vous allez donner 500, vous allez passer. Alors, ça peut s'expliquer par deux choses. Vous achetez une moto, vous refusez de... Ça peut s'expliquer par une chose. D'abord, les tracasseries. Les tracasseries seules suffisent à décourager le Camerounais pour faire les choses normalement comme elles se doivent. Aujourd'hui, pour faire une CNI, tu peux passer une semaine en train de marcher là-bas. Moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire de l'État camerounais. Je suis à ma 3e carte d'identité. Mais ma 3e carte d'identité, depuis 5 ans, je ne l'ai pas. Ça veut dire que j'ai fait une première carte d'identité, on me connaissait, elle a mis 10 ans, elle est périmée. J'ai fait une deuxième, elle a fait 10 ans, elle est périmée. Maintenant, en tant que fonctionnaire de l'État, je fais la 3e, ça ne sort pas. Depuis 5 ans. Mais comment expliquez-vous ça? On a décentralisé quand même tout ça. Donc maintenant qu'on a décentralisé, allez voir les engorgements qu'il y a dans ce centre-là. Dernièrement, j'étais à Maroua. On a dû créer, je ne sais pas si c'est un sous-centre ou c'est une ONG qui est venue là dire que comme c'est trop bruyant là-bas, il faut que les populations démunies viennent par là. Vous apportez 2 photos, vous donnez 1000 francs et on prend et on dit que bon, on va vous appeler après. Bon, je crois que depuis 2-3 semaines, ils n'ont appelé personne.
Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Donc, pour dire que, Oui. ne dites pas que les populations sont comptables du phénomène de corruption. Parfois, quand l'agent de l'État veut vous corrompre, il ne le fait pas directement. Il vous met en difficulté pour que vous soyez obligé de passer par d'autres voies. Vous parlez tout à l'heure de moto. Vous parlez de moto, même des véhicules. Allez, vous dites que vous voulez faire une carte grise. Vous introduisez le dossier, vous attendre 3 mois, ça ne sort pas. Le problème, allez, inscrivez-vous à une auto-école. Faites le cours, faites la pratique, montez le dossier de permis. Vous allez attendre 1 an pour que votre permis arrive. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et le problème, allez à la Sonel, allez à la Sonel, demandez un branchement, payez tous les frais. Vous allez attendre 1 an, on ne va pas vous donner le compteur. Pourquoi? Allez à la SNEC, payez. Attendez dans le branchement. Mais ils ne viendront jamais vers vous, alors que vous avez payé. Ils attendent que vous vous déplaciez pour venir vers eux. Vous passez là, on vous dit non, va là-bas. Vous allez là, on dit non, va là-bas. On dit va là-bas, on va là-bas. Finalement, tu es obligé de dire que, gars, ici, là, on fait comment nous? Voilà comment ça commence. Donc, vous pensez que le PCRN est indiqué pour remédier à tous ces défis-là? De toute façon, c'est son premier cheval de bataille, la lutte contre la corruption. Parce que, comme je le disais tantôt, tel un cancer, elle s'est métastasée dans le corps social camerounais. Et vous savez, lorsque votre maison a vieilli, lorsque votre maison ne tient plus debout, vous n'allez pas seulement casser le mur pour la remonter. Il faut détruire la fondation, refaire une bonne fondation pour avoir maintenant un mur qui tient debout. C'est mieux, c'est PCRN. Bon, pour vous? Oui, pour moi, je crois que le PCRN est à mesure de le faire. D'accord, docteur, avant de boucler cette émission, est-ce que vous avez encore quelque chose à adresser à ceux citoyens qui nous écoutent, à ces jeunes, à ces militants qui disposent de leur carte de lecteur et prêts à aller remplir leurs devoirs citoyens le 12 octobre prochain? Bon, je ne suis pas obligé de répéter la même chose parce qu'on est en politique. Oui. Même si la politique aime les répétitions, j'ai déjà dit que ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller voter et de surveiller leur vote. Moi, je n'aime pas ces histoires, non, le RDPC gagne avec le faux, le RDPC... Non, le RDPC gagne avec le faux pendant ce temps, vous êtes où? Voilà, c'est là le Il faut être dans le bureau de vote. Il faut être dans le bureau de vote. Je sais, c'est fastidieux pour les partis d'opposition qui n'ont pas assez d'argent. Parce que vous voyez, un arrondissement a plus de 200, parfois, il y a des arrondissements qui ont plus de 200 bureaux de vote. S'il faut mettre un là-bas, un représentant, leur donner peut-être 3 000, 5 000. Fois combien? Fois 360 arrondissements. Pour un parti d'opposition, c'est pas évident. Alors que de l'autre côté, vous avez les maires qui financent cela, vous avez les ministres qui viennent au village financer cela, donc qui utilisent d'ailleurs les moyens de l'État, véhicules, argent et tout le reste. Voilà donc la nécessité de coalition, tout en on espère donc qu'il y aura... Je n'ai pas dit que la coalition n'est pas une nécessité. J'ai seulement dit que... Ça peut résoudre ce problème. Oui, ça peut, effectivement. Je ne suis pas contre la coalition. Elle serait venue à point nommé. Si cette coalition avait eu lieu dès le départ, on n'en serait pas là. Moi, je pense que ceux qui ont gâté la chance de la coalition, c'est ceux qui se réclament de l'APC et bientôt de l'UPC, je ne sais pas trop quoi. Ils ont eu la bonne idée de fédérer les opposants autour d'un projet unique, mais malheureusement, ils sont venus avec un candidat déjà choisi. C'est-à-dire? Mais l'APC, l'Alliance politique pour le changement au Cameroun, est venue parler de la coalition en désignant Kamto déjà comme celui autour de qui cette coalition devait se fédérer. Non, vous ne pouvez pas parler d'un consensus
sans au préalable avoir consulté les autres et vous avez pris la décision. Et c'est la même chose que l'UPC vient de faire avec Chiroma. Oui. Bon, c'est des erreurs comme ça qui mettent les choses mal à l'aise et qui, pour finir, ne croient plus à votre sincérité. Mais si les partis d'opposition partent en bataille en rang dispersé, ça avantage quand même la victoire du RDPC, qu'on le veut ou pas. Bon, ça, il faut quand même le souligner. Oui. Et le RDPC, c'est quand même une mastodonte. C'est on appelle ça quoi? Moissonneuse batteuse. Et donc, et pour cela, il faut des moyens conséquents pour le renverser. Et je crois qu'ils le savent. D'accord. Alors, docteur, c'est par là que nous allons boucler cette émission. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté volontiers de répondre à cet appel sur le plateau de la CamNews 24 et parler politique dans votre casquette d'analyste politique et militant du PCRM. Merci beaucoup. Je reviendrai à chaque fois que vous m'inviterez. Merci, c'est fut un plaisir, mesdames, messieurs. Le thème faisant l'objet de notre échange aujourd'hui était celui de parcours politique, opposition et perspective nationale. Nous sommes dans la période indiquée de la campagne. Alors, place au débat et nous vous reviendrons chaque semaine avec de nouveaux numéros. Sur ce, mesdames, messieurs, portez-vous bien.